Encore bienvenue à tout le monde à ce webinaire sur les astuces et recommandations pour bien utiliser les écrans avec les enfants. Ce webinaire, ça va être un webinaire de sensibilisation à l'adresse des enseignantes, donc comment utiliser aussi les écrans dans la classe, mais surtout comment sensibiliser les enfants à l'utilisation des écrans. Et surtout aussi, on va vous donner des astuces que vous pouvez donner aussi aux parents qui vous demandent de l'aide pour des enfants qui utilisent beaucoup les écrans. On va voir, comme on a dit, une première partie théorique, donc sur les recommandations d'utilisation des écrans par âge, donc les recommandations qui sont données par l'État. On va voir après aussi les écrans aujourd'hui et leur effet sur les enfants. Donc, c'est quoi l'utilisation que les enfants ils font aujourd'hui des écrans et c'est quoi les effets de ces écrans sur les enfants. Et on va voir les effets positifs et négatifs. On va voir après une partie un peu plus pratique avec des astuces et des cas pratiques pour limiter les temps d'écran et les solutions qu'il existe aujourd'hui pour pallier la surexposition aux écrans. On va après vous montrer aussi une application que c'est l'application CocoPense et CocoBouge, que c'est l'application développée par Dinseo, que c'est la société qui aujourd'hui vous propose ces webinaires. Et la particularité de cette application, c'est qu'on va avoir une pause sportive à toutes les 15 minutes d'écran. Et on va finir le webinaire avec un moment d'échange et de questions. Donc, n'hésitez pas à partager votre expérience aussi que vous avez eue avec des enfants ou avec l'utilisation des écrans, ou aussi si vous avez des questions sur la présentation qu'on va faire. Quand on parle des recommandations des temps d'écran, on doit savoir que les temps d'écran, c'est toute l'utilisation que l'enfant peut faire des écrans dans la globalité. Ça veut dire que dans les écrans, on parle de la télévision, des smartphones, de l'ordinateur, de la tablette, de la console, donc de tous les écrans que l'enfant peut avoir autour de lui et qu'il peut utiliser pendant la journée. Ça veut dire que s'il utilise 15 minutes le téléphone le matin, et après l'après-midi, il fait encore 30 minutes de télé et après le soir, il joue 10 minutes à la console. Il n'a pas utilisé la console juste 10 minutes, mais on doit les faire la somme entre tous les temps utilisés, donc les 10 minutes de la matin, les 30 minutes de l'après-midi et les 10 minutes de soir. Et donc, ça veut dire que l'enfant l'a utilisé pendant donc, 50 minutes les écrans. Si on regarde selon l'âge, Attends, oui. il y a du son. Je sais pas si quelqu'un a son micro ou si vous entendez comme moi la présentation. Mhm. Ah, La c'est collègue. bon, pardon, désolé. Ok, parfait. Désolée, il y avait un petit bruit des fonds. Maintenant, on peut continuer. Donc, si on regarde la recommandation d'utilisation des écrans par âge, on voit qu'avant 3 ans, on conseille de ne pas utiliser les écrans. Donc, ne pas utiliser les écrans du tout. Ça, c'est très important parce que c'est un âge très délicat pour les enfants. Ils sont en train de développer toutes leurs fonctions cognitives et surtout, ils ont besoin aussi beaucoup de bouger et d'utiliser aussi les mains et leur corps pour apprendre. Surtout à cet âge, aussi le développement des compétences visuelles, il est encore en formation. Et donc toute la lumière bleue, donc les stimuli visuels qu'ils peuvent donner la télé, ils peuvent être trop intrusifs pour un enfant de cet âge. De 3 à 6 ans, on conseille d'utiliser la tablette maximum 30 minutes par jour. De 6 à 10 ans, maximum 1 heure par jour. Et après 10 ans, un temps variable en fonction de l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on peut adapter l'utilisation des écrans selon les enfants, donc par exemple, on peut voir les effets que la télévision il a sur l'enfant. Donc, qu'est-ce que c'est donner la télévision et c'est un temps calme, alors on peut donner la télévision. Ou sinon, est-ce que quand il regarde la télévision, après l'enfant, il est excité, il est surexcité. Et donc, c'est mieux de limiter les temps devant la télévision, etc. Donc, il faut vraiment voir aussi c'est quoi la réponse de l'enfant à l'utilisation des écrans. Ça, c'est très important. On doit les tenir en compte pendant tous les webinaires. Je vais les répéter aussi plusieurs fois. On va vous donner des indications, des conseils, mais vous devez savoir que chaque enfant il est différent et qu'on doit donc adapter l'utilisation et les propositions qu'on va faire à chaque enfant. Et surtout, on doit regarder les effets que l'utilisation de l'écran a sur les enfants.
Désolé, l'application. OK. On a vu donc les temps recommandés pour l'utilisation de l'écran. Il y a aussi des moments de la journée où c'est mieux utiliser les écrans. C'est conseillé de ne pas utiliser les écrans le matin. Ça, c'est très important parce que les écrans, ils envoient beaucoup de stimuli qui peuvent épuiser l'attention de l'enfant. Ça veut dire que l'enfant, il se réveille et du coup, il a une capacité d'attention qu'il peut utiliser. Il regarde un écran, son attention elle est focalisée sur l'écran et donc il va épuiser toute l'attention qu'il a à disposition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois qu'il arrive, par exemple, à l'école, ben, l'enfant, il ne va pas écouter l'enseignante, il ne va pas faire les devoirs, il ne va pas faire attention à ce qui se passe autour de lui parce qu'il a déjà épuisé toute son attention. Cet conseil, c'est utilisé aussi, par exemple, si vous utilisez des technologies dans la classe, ben, on doit savoir qu'on ne doit pas utiliser les technologies avant un moment où on demande à l'enfant après d'être très attentif. Donc, ça veut dire que, par exemple, on peut l'utiliser avant de faire la récréation. Ça veut dire qu'après l'utilisation de l'écran, l'enfant, il va avoir un autre temps un peu calme où il va utiliser aussi son énergie, son corps, il va bouger. Et donc, il n'a pas besoin d'utiliser son attention. On ne va pas utiliser les écrans avant de faire une évaluation, par exemple, parce que après, pendant l'évaluation, l'enfant, il va avoir déjà épuisé toute son attention et donc il ne va pas être concentré sur l'activité. De l'autre côté, on ne doit pas utiliser les écrans avant d'aller dormir. Ça, c'est très important à dire aux parents parce que l'écran, il envoie une lumière bleue qui va influencer les rythmes de sommeil. Après ça, on va aller voir plus dans les détails dans les effets des écrans. Mais c'est important de dire aux parents qu'utiliser les écrans avant d'aller dormir, il peut créer des difficultés dans le sommeil, donc dans les rythmes de sommeil. Et donc l'enfant, il peut avoir un sommeil irrégulier, il peut se réveiller plusieurs fois dans la nuit. Et ça peut bien sûr fatiguer l'enfant. Et du coup, pendant la journée, il ne va pas être attentif pour les apprentissages. Du coup, quand il faut, du coup, pour aller toujours pour les soirs, il faut arrêter les écrans au moins 1 heure avant d'aller se coucher pour permettre au cerveau de l'enfant d'effacer, on va dire, cette lumière bleue et donc tous les effets que l'écran il va avoir. On a dit qu'on ne doit pas utiliser les écrans. Quand, au contraire, c'est utile de pouvoir utiliser les écrans, c'est par exemple en rentrant de l'école, juste avant le dîner ou juste avant un moment calme. Ça, c'est très important. On doit savoir, donc on répète que les écrans, ils demandent beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention aux enfants. Et du coup, c'est important de donner aux enfants, après l'utilisation des écrans, aussi un autre moment de pause où les enfants ils peuvent utiliser aussi toute l'énergie que l'on a accumulée pendant l'utilisation des écrans et donc ils peuvent se reposer et être prêts pour les activités suivantes. On a vu du coup c'est quoi les recommandations de l'utilisation des écrans. On a vu donc jusqu'à 10 ans, c'est 1 heure d'utilisation par jour, mais on va voir maintenant c'est quoi l'utilisation que les enfants ils font aujourd'hui des écrans. Alors, on doit savoir qu'aujourd'hui, les écrans, ils sont très présents dans la vie des enfants. Donc, dans leur quotidiennité, ils sont entourés des télévisions, d'ordinateurs. Aussi, les parents, ils ont souvent les téléphones à la main. Aussi, en classe, ça peut arriver que l'enseignante, euh, il a un appel téléphonique ou il utilise les téléphones. Ou en classe, on utilise l'ordinateur ou des tablettes pour proposer des vidéos, des contenus multimédias. Et du coup, les enfants, ils vivent dans un contexte, un environnement plein des écrans. Et c'est pour ça aussi que les enfants d'aujourd'hui sont très à l'aise dans l'utilisation des technologies et ils les utilisent très facilement parce que pour eux, c'est de la plus petite âge qu'ils sont habitués à utiliser et à regarder ces technologies. Par contre, du coup, aujourd'hui, les enfants, ils utilisent en moyenne 2h14 par jour les écrans. Les enfants de 3 à 10 ans. On a dit que la recommandation, c'est d'utiliser 1 heure par jour les écrans. Et là, les enfants, ils l'utilisent 2h14 par jour. Donc, plus que les doubles de la recommandation. Euh, dans cette temps d'utilisation d'écran,
on voit qu'1h24, elle est passée devant la télévision. Donc, on sait que la télévision, c'est l'écran le plus utilisé par les enfants de 3 à 10 ans. Et après, on va voir aussi les effets de la télévision en tant qu'écran. Mais on doit savoir que si tous les autres écrans, ils sont en train d'augmenter au niveau du temps d'utilisation. Et donc, les enfants, ils utilisent 3 minutes par jour de plus les smartphones, smartphones, tablettes, etc. Et 12 minutes par jour en plus les consoles. Donc ça veut dire que tous les écrans ils sont toujours en augmentation. Et on voit que chaque année, il y a une augmentation du temps d'utilisation de chaque écran. Ça, c'est très important du coup à savoir parce que ça veut dire que les enfants, dans leur quotidienneté, ils utilisent vraiment beaucoup les écrans. Et c'est pour ça que c'est important aussi de sensibiliser les enfants, de sensibiliser les parents et de sensibiliser les enseignants à une bonne utilisation des écrans. On va voir maintenant du coup, les avantages, les désavantages des écrans. Euh, on est souvent mis face aux tous les effets négatifs que peuvent avoir les écrans. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé ce webinaire sur la sensibilisation, désolé, des écrans. Mais on doit savoir aussi que les écrans, ils peuvent avoir des avantages s'ils sont bien utilisés. Donc, c'est ça aussi qu'on veut faire passer aujourd'hui comme message, c'est que les écrans, ils sont pas mauvais en tant qu'écran, mais que si bien utilisés, ils peuvent avoir aussi beaucoup d'avantages et que les désavantages sont plus liés à une mauvaise utilisation ou à un temps prolongé sur les écrans. Du coup, si on parle des avantages, on voit que les jeux, ils peuvent améliorer les fonctions cognitives. Ça, c'est très importante parce que des activités spécifiques pensées exprès pour les enfants, donc adaptées à l'âge et où l'enfant il est interactif, ça aussi, c'est un mot très important. Donc, si l'enfant utilise par exemple, des jeux sur tablette ou sur téléphone où c'est lui qui doit réfléchir, il doit trouver la solution, ben, ici, l'enfant il va utiliser ses fonctions cognitives. C'est-à-dire qu'il n'est pas passif, par exemple, devant une vidéo où il doit juste regarder qu'est-ce qui se passe à la télé, mais pendant un jeu, on pose un problème et donc l'enfant, par exemple, il doit retrouver les images similaires ou il doit résoudre des calculs, ou il doit connecter des points, il doit jouer à des jeux classiques, etc. Ça veut dire que l'enfant il doit utiliser ses fonctions cognitives, il doit utiliser son langage, il doit utiliser sa mémoire, sa logique, etc. Et donc ça peut développer les fonctions cognitives des enfants. Aussi, les dessins animés et les films, ils peuvent aider les enfants à mieux comprendre leurs émotions et à imaginer aussi différentes situations de vie. Ça, c'est vrai que dans les dessins animés, on voit souvent des situations que les enfants ils vivent dans la quotidienneté et ça permet aux enfants de réfléchir sur ce qui se passe dans leur vie, dans leur quotidienneté et du coup d'adapter aussi leur comportement. Donc aussi de savoir qu'est-ce que c'est bien faire et qu'est-ce que c'est pas bien de faire. Bien sûr, ici aussi, on doit adapter les dessins animés selon les enfants. Donc, par exemple, il y a les dessins animés des Peppa Pig, que c'est très connu par les enfants d'aujourd'hui. On doit savoir que, par exemple, dans Peppa Pig, il y a beaucoup de morales aussi, d'histoire de qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est pas bien faire. Mais le personnage principal, par exemple, c'est la Peppa Pig qui elle décide presque tout euh, pendant les dessins animés. Donc, s'il y a des enfants qui n'écoutent pas trop les parents, ils prennent un peu les contrôles, bah, c'est un dessin animé qui n'est pas adapté parce que là aussi, les personnages, c'est un personnage qui c'est une petite fille, mais qui il contrôle un peu toujours toute la situation et c'est toujours elle qui décide quoi faire. Du coup, ça aussi, on doit adapter un peu les dessins qu'on veut proposer aux enfants, les dessins animés qu'on veut proposer aux enfants. Les technologies, ils peuvent créer aussi des moments de partage entre les amis ou la famille. Donc, les amis, ils peuvent parler entre eux après quelque chose qu'ils ont vu à la télé ou d'un jeu qu'ils font tous ensemble. Ils peuvent jouer ensemble aussi pendant, par exemple, s'il a la tablette ou le téléphone à partager, ils peuvent jouer ensemble. Aussi à l'école, on peut créer des activités de groupe avec les enfants, avec la technologie. La technologie, ça peut être une médiation pour unir les enfants. Donc aussi les enfants avec des caractéristiques différentes,
Et si aussi il y a des enfants, par exemple, aussi avec des troubles, bah, la technologie, ça peut aider aussi les enfants avec des troubles à effacer les difficultés et donc à jouer avec les autres enfants et donc d'avoir une activité adaptée à tout le monde. Ou sinon, aussi en famille, par exemple, ça peut être un moment de partage, aussi de la télévision, de regarder quelque chose ensemble ou de jouer ensemble. Euh, on sait aussi que certaines technologies donc, peuvent être utilisées comme outil de compensation pour les enfants avec des troubles. Ici aussi, du coup, on reprend la technologie, ça peut être une médiation, ça peut être un instrument inutile de compensation et donc permettre aux enfants qui ont des troubles, par exemple les troubles d'apprentissage, d'avoir un outil qui peut les aider à effacer toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans les apprentissages, dans l'environnement scolaire. C'est pour ça qu'aussi dans l'école, par exemple, l'utilisation d'un ordinateur ou d'une tablette, ça peut être utile pour les enfants. On va voir maintenant, par contre, aussi les effets négatifs qui sont importants à connaître. Donc, la technologie, elle peut causer une fatigue visuelle. Donc, bien sûr, les stimuli visuels envoyés par la tablette, ils sont très forts, très intrusifs pour les enfants. Du coup, un temps prolongé sur l'utilisation des tablettes ou de l'ordinateur ou du téléphone ou de télévision, donc de tous les écrans, ça peut porter une fatigue visuelle. Donc, l'œil de l'enfant, il est fatigué. Et du coup, aussi, la perception qu'il va avoir après, c'est influencé par cette fatigue. Il y a la lumière bleue qui a des conséquences sur les rythmes de sommeil. Donc ici aussi, l'enfant, il va avoir des troubles de sommeil, un sommeil irrégulier. Et donc ça aussi, il peut influencer après sur la qualité de sa journée, donc sur son attention par rapport aux apprentissages, à l'écoute des autres. On parle aussi des syndromes de surexposition aux écrans. Ça, c'est un syndrome qui peut arriver quand les enfants ils ont une sorte d'addiction aux écrans. Et du coup, il y a une fixation, un isolement. C'est-à-dire que l'enfant, il pense seulement aux écrans. Il veut passer toute la journée sur les écrans. Il va s'isoler dans cet environnement imaginaire donc, qu'il y a derrière les écrans. Et et du coup, voilà, on peut parler de ce syndrome. On doit savoir que c'est un syndrome où si on arrive à aider les enfants à réduire les temps d'écran, l'enfant, il peut sortir, on va dire, de cet isolement, il peut sortir de cette fixation, il peut retrouver aussi toutes les compétences qu'il avait avant. On sait aussi qu'on a dit qu'une utilisation des jeux interactifs, il peut augmenter les fonctions cognitives. De l'autre côté, une utilisation passive, il peut créer aussi un retard de développement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'enfant il passe toute sa journée devant un écran passif, ça veut dire qu'il doit juste regarder qu'est-ce qui se passe sur l'écran, mais lui, il ne doit rien faire. C'est une utilisation passive parce que l'enfant il va recevoir plein d'informations, plein de stimuli, mais qu'il ne va pas traiter et qu'il ne va pas utiliser ses fonctions cognitives, par exemple, pour résoudre des problèmes ou pour trouver des solutions. Donc l'enfant il fait rien, juste il reçoit plein de stimuli, mais qu'ils sont un peu voilà, envoyés par un écran et donc difficile à traiter pour les enfants. Et du coup, il peut avoir un retard de développement parce qu'il n'utilise pas son langage, il n'utilise pas son corps, il n'utilise pas sa logique et sa stratégie. On doit savoir aussi qu'après l'utilisation des écrans, on peut avoir une agitation motrice parce que l'enfant, on a dit, il reçoit beaucoup de stimuli. Euh, du coup, il reçoit des stimuli visuels, des stimuli sonores, aussi une agitation surtout sur qu'est-ce qui se passe sur l'écran. Donc, il a toutes ces stimuli qui vont arriver, mais de l'autre côté, l'enfant, il fait rien. Dans le sens qu'il est assis, par exemple, sur le canapé, ou il est assis sur son lit ou sur la chaise, etc. Mais il est assis, il ne bouge pas. C'est-à-dire que son corps, il reçoit toutes les stimuli, mais là aussi, il ne peut pas les traiter. C'est-à-dire qu'au moment où on arrête l'utilisation des écrans, ben, l'enfant il s'élève et il a besoin de faire sortir toute l'énergie qu'il a accumulée pendant l'utilisation des écrans. Et comment il fait sortir l'énergie? Ben, les enfants ils font sortir l'énergie en courant, par exemple, ou il va sauter partout. Donc il a besoin de faire sortir toute l'énergie qu'il a accumulée en quelque sorte, et du coup on peut avoir une agitation motrice. Si on parle des effets négatifs, on a vu donc que ce n'est pas les écrans eux-mêmes qui peuvent causer des problèmes, mais c'est les temps d'utilisation qu'on va donner. Donc, s'il y a un temps
trop longue d'utilisation des écrans, on peut avoir des effets physiologiques. Donc, on va reprendre la fatigue visuelle, on peut avoir des détériorations des compétences visuelles, donc la fatigue, la, voilà, la perception aussi qu'elle va avoir, euh, l'enfant de l'environnement et des autres images qu'il va voir. Et on a aussi cette altération du rythme de sommeil parce que notre corps, il fonctionne sur sur l'effet qu'il y a de la lumière ou il n'y a pas de la lumière. Et donc, quand il n'y a pas de la lumière, notre corps, il va produire de la mélatonine, il va dire à notre corps que c'est le moment de dormir. Donc, quand notre corps, il produit de la mélatonine, notre corps, il se prépare à aller dormir. Et donc, ça s'appelle cycle circadien. Elle permet à notre corps de se réguler, d'avoir une régularisation sur la lumière. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde un écran? Il y a la lumière bleue qui a le même effet de la lumière du soleil. Et du coup, notre corps, il ne produit pas la mélatonine. Et du coup, notre corps, il ne pense pas que c'est le moment d'aller dormir. Ça veut dire qu'après, on va s'endormir parce qu'on est fatigué. Donc, on s'endort quand même. Mais notre cerveau, il pense que c'est un peu une sieste. Parce qu'en vrai, il dit, il n'y a pas encore l'obscurité. Donc, en vrai, c'est pas le moment de dormir parce qu'il y a une lumière. Du coup, je dois rester réveillée, mais je suis fatiguée. Donc, je vais essayer de m'endormir quand même. Mais je ne vais pas dormir vraiment comme si c'était la nuit. Et du coup, c'est pour ça qu'on va avoir un sommeil irrégulier. Et l'enfant, il peut se réveiller aussi plusieurs fois pendant la nuit. On a aussi des effets sur les comportements. Donc, on a dit cet isolement. Donc, l'enfant, il va s'isoler, il va exclure l'environnement. Et donc, c'est souvent, par exemple, on appelle l'enfant, il ne va pas nous répondre. Et on peut avoir aussi une anxiété. Ça aussi, c'est dû au fait qu'il y a plusieurs stimuli qui sont donnés des écrans. Et donc, l'enfant, il va accumuler toute l'énergie, il va accumuler tous les stimuli. Et ça peut créer aussi de l'anxiété chez l'enfant parce que là aussi, il va recevoir plein de stimuli, il va recevoir plein d'énergie, mais il ne sait pas comment les traiter ou comment faire ressortir après cette énergie. On va voir du coup maintenant une partie un peu plus pratique avec des astuces et voilà, des cas pratiques pour limiter les temps d'écran. La première chose importante, c'est la sensibilisation aux écrans. Donc, c'est important d'expliquer aux enfants qu'est-ce que c'est les écrans, comment il faut les utiliser et c'est quoi les risques. Ça, c'est quelque chose qui aussi à l'école, ça peut être très important. Donc, réussir à expliquer aux enfants comment bien utiliser les écrans. Il faut être sûr de tout expliquer. Donc, il ne faut pas cacher des choses aux enfants. On doit bien expliquer c'est quoi l'utilisation qu'on va faire, utiliser des mots simples pour les enfants, mais le mot-clé, c'est les dialogues. Donc, c'est important de ne pas donner juste des limites, mais voilà, de proposer à l'enfant de discuter et d'expliquer bien toutes euh, les étapes pour utiliser les écrans. Il y a donc un moment de préparation. Ici, on doit expliquer l'utilisation des écrans. Donc, à quoi sert un écran, comment on peut l'utiliser, qu'est-ce qu'on peut utiliser dans cet écran. Donc, par exemple, la tablette, si on peut utiliser toutes les applications, si on peut utiliser seulement des applications, à quoi ça sert, comment on peut l'utiliser, comment ça fonctionne les touch screen, etc. On doit expliquer les risques. Ici aussi, on peut dire à l'enfant qu'avec les écrans, on peut acheter des choses, mais que l'enfant ne peut pas acheter. Et on doit expliquer que c'est des achats vrais. Donc, il va utiliser, si on achète quelque chose sur la tablette, ils vont prendre de l'argent réel. Donc, ça aussi, montrer que la tablette, c'est pas juste un monde, ou les téléphones, surtout, etc. Ils sont pas juste des mondes imaginaires, mais c'est lié aussi à la vraie vie. C'est-à-dire que si on achète quelque chose, on l'achetait pour de vrai et ils l'ont utilisé de l'argent vrai. Aussi, pour les enfants plus grands, les réseaux sociaux ou Internet, on doit dire que, par exemple, on ne doit pas parler avec des personnes qu'on ne connaît pas s'il y a des chats, etc., parce que ce sont des personnes réelles. Là aussi, ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Et aussi sur Internet, on peut dire il faut faire attention parce qu'on peut trouver des images qui peuvent faire un peu peur, des images qui ne sont pas adaptées. Et donc, on ne doit pas aller sur Internet toute seule. Si on explique aux enfants tous les risques, l'enfant ne va pas les voir juste comme limite, mais il va aussi comprendre pourquoi
il ne peut pas utiliser certaines fonctionnalités des écrans. Il faut aussi préparer ensemble l'utilisation. Donc, par exemple, avoir un profil dédié à l'enfant et choisir ensemble les temps d'écran. Donc, expliquer à l'enfant qu'on va utiliser, par exemple, la tablette seulement 30 minutes dans la journée ou qu'il a droit à une ou deux épisodes d'un dessin animé. Et du coup, comme ça, l'enfant, il participe aussi à l'organisation de l'utilisation de la tablette. Et on doit choisir aussi ensemble quand utiliser l'application, quand utiliser les écrans. Et donc, par exemple, de dire qu'on ne va pas l'utiliser avant de dormir. Pendant l'utilisation, c'est important de mettre des limites. Ici aussi, des limites, mais un peu plus ouvertes, on va dire. Et du coup, dire à l'enfant qu'il ne peut pas utiliser des fonctionnalités de la tablette sans la permission. Ça veut dire que s'il a vraiment euh, envie d'utiliser une application, de faire quelque chose que normalement il n'a pas le droit, il peut demander aux enseignantes, aux parents, et voir si c'est possible. Par exemple, on dit à l'enfant qu'il n'a pas le droit d'utiliser WhatsApp sur le téléphone parce qu'il peut envoyer des messages à n'importe qui, mais l'enfant, il sait qu'il peut envoyer des messages, par exemple, à son père, et donc s'il a vraiment envie, par exemple, il est à la maison, il attend que son père il rentre, il veut savoir quand il rentre, il a vraiment envie d'envoyer un message, il peut demander à sa maman s'il peut utiliser WhatsApp dans ces cas spécifiques pour envoyer un message à papa. Du coup, on peut sensibiliser les enfants aussi au risque. Donc, l'enfant il va comprendre que WhatsApp, c'est pas quelque chose qu'il peut utiliser tout seul. Il va comprendre que c'est parce qu'il ne peut pas écrire à tout le monde. Il y a des autres personnes qui sont des personnes réelles. Et donc, il ne peut pas envoyer des messages à tout le monde. Mais il va comprendre aussi qu'il y a des situations où c'est possible de l'utiliser. Et donc, il va aussi faire cette autorégulation. On doit aussi, par exemple, dire 10 minutes avant que l'activité va se terminer, que l'activité va se terminer. Et ça, c'est important parce que vous devez imaginer que quand on fait quelque chose, donc vous aussi, nous aussi, quand on est adulte, si on fait quelque chose et quelqu'un va nous interrompre, on est énervé parce qu'on n'est pas réussi à arriver à la fin de l'activité. Alors que si 10 minutes avant, ils nous disent, ah, regardez, dans 10 minutes, vous n'avez plus les temps, ben, on peut finir l'activité ou on peut finir une étape, on peut finir ce qu'on est en train de faire et d'être prêt à terminer l'activité. Donc, c'est important d'anticiper aussi la fin de l'activité aux enfants pour lui permettre de réussir à finir ce qu'il est en train de faire. Après l'utilisation, ça aussi c'est très important. Donc, après qu'on utilise une écran, c'est important de faire une activité qui peut être aussi liée à l'utilisation qu'on a fait. Donc, proposer des jeux, des dessins qui peuvent être, voilà, là aussi liés ou pas à l'utilisation des écrans. Donc, par exemple, on peut faire un dessin de qu'est-ce qu'on a fait sur la tablette. Mais du coup, c'est un dessin et on fait quelque chose avec notre corps, nos mains. Et ça permet aussi à l'enfant de faire sortir toute l'énergie qu'on disait qu'il peut accumuler pendant l'utilisation des écrans. L'autre chose importante, c'est de dialoguer avec les enfants. Et donc ici aussi, on peut poser des questions sur qu'est-ce qu'il a fait avec les écrans. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, s'il a fait des jeux, s'il a regardé quelque chose, etc. Ça permet à l'enfant de ne pas s'isoler, mais voilà, de pouvoir partager avec quelqu'un d'autre aussi l'activité sur l'écran. On va voir du coup des exemples pratiques. Donc, par exemple, si on dit comment puis-je apprendre à mon fils à être organisé et à comprendre quand il peut ou ne peut pas utiliser la tablette. Ça, c'est des astuces qu'on peut utiliser à la maison, mais comme à l'école. Par exemple, à l'école aussi, s'il y a des moments dédiés pour utiliser l'ordinateur, mais que ce n'est pas toujours disponible, on peut essayer de créer une routine. Donc, créer voilà, une routine qui va se répéter plusieurs fois. Comme ça, l'enfant, il va apprendre aussi l'organisation des moments et des activités. Et l'enfant aussi peut participer à l'organisation. Par exemple, à la maison, on peut utiliser aussi des images. Et donc, on propose des images avec des cases à remplir. On dirait donc mettre dans l'ordre qu'on doit faire avant les goûters. Après, on fait les devoirs. Après, on utilise les écrans. Et après, on va dîner. Chaque fois que l'enfant a fini une activité, il peut mettre les checks. Et donc, quand il peut voir c'est quoi l'activité suivante. Donc, par exemple, ici, il a fait les goûters, il a mis les checks. Et il peut voir après
que c'est le moment de devoir. Donc, il ne va pas demander la tablette parce qu'il voit que la tablette, c'est après. Donc, ici aussi, ça permet à l'enfant de voir l'ordre aussi des choses à faire. Et la même chose, on peut la faire aussi à l'école. Donc, si l'ordinateur, on peut l'utiliser seulement l'après-midi ou seulement les mercredis ou seulement dans un moment spécifique de la journée, de la semaine, on peut faire une sorte de calendrier et mettre l'image de l'ordinateur seulement dans les moments où on peut l'utiliser. Comme ça, si les enfants ils demandent, on peut dire, bah, on va regarder les calendriers et on va voir si c'est le moment ou pas d'utiliser l'ordinateur. Cela permet aussi de renforcer la confiance de l'enfant. Donc, il augmente aussi l'autonomie parce que l'enfant, il demande, mais c'est pas juste un oui ou non donné du parent ou de l'enseignante. C'est pas juste à limite ou une permission, mais c'est l'enfant qui va voir les calendriers, il va se rendre compte lui-même si c'est le moment ou pas d'utiliser l'écran. Un autre cas, ça peut être, par exemple, qu'un enfant ne veut pas arrêter de regarder la télévision ou ne veut pas arrêter d'utiliser un écran. Donc, comment on peut faire dans ces cas? Aussi à l'école, peut-être on propose d'utiliser un ordinateur et l'enfant, après, il ne veut pas arrêter. Alors, les enfants doivent savoir qu'ils n'ont pas la même notion du temps que nous et donc il faut donner des supports visuels aussi pour les aider. Des astuces, on peut utiliser un sablier. Donc, par exemple, l'enfant, il peut voir les temps qui passent. Et donc, quand le sablier, il est terminé, l'enfant, il voit que aussi les temps pour l'utilisation des écrans, il est terminé. Une autre possibilité, c'est d'utiliser un chronomètre. Donc, ça, il peut indiquer les temps qui restent. Et comme ça, l'enfant, il voit les temps euh, qu'il va diminuer chaque fois, à chaque seconde. Et le chronomètre, il va sonner quand le temps il est terminé. Ça aussi, c'est quelque chose d'objectif. Donc, c'est pas les parents ou l'enseignante qui après va donner les limites et va dire, ah, j'ai choisi que maintenant c'est fini. Mais c'est quelque chose d'objectif. Donc, on a mis ensemble les chronomètres à, par exemple, 5 minutes d'utilisation. Après 5 minutes, il a sonné. Ça veut dire que le temps d'utilisation, il est terminé. Une autre possibilité, c'est aussi de mettre des étiquettes sur l'horloge. Et donc, comme ça, l'enfant, il peut voir au niveau visuel, il peut voir si les aiguilles de l'horloge, ils sont sur l'étiquette vert. Ça veut dire que je peux commencer à utiliser la tablette. Et plus l'aiguille se rapproche de l'étiquette rouge, alors là, ça veut dire que le temps des écrans, il est terminé. Une autre situation qu'on a vu, c'est que l'enfant, il est isolé. Donc, par exemple, ici, on dit quand mon enfant il est devant un écran, il a l'air d'être dans un autre monde. Comment puis-je éviter cela? Alors, on a dit que les enfants, ils ont tendance à s'isoler derrière les écrans, donc à ne pas écouter qu'est-ce qu'il y a autour de lui. On doit savoir que si on a donné la possibilité aux enfants d'utiliser l'écran, on doit respecter ces temps d'écran. Ça ne veut pas dire qu'on doit les laisser toutes seules, mais ça veut dire que s'ils sont en train d'utiliser les écrans, c'est inutile d'essayer de lui parler d'autres choses. Donc, si on a donné les moments pour regarder un dessin animé ou pour faire un jeu, c'est pas les moments pour lui demander, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé à l'école, à la maison, ou si on est à l'école et s'il est en train de faire un exercice, on ne doit pas lui demander d'autres choses liées à d'autres situations. Donc, on doit poser des questions sur l'activité qu'il est en train de faire. Donc, par exemple, à l'école, s'il est en train de faire un puzzle, et donc, du coup, dira, OK, tu es en train de faire les puzzles. Est-ce que tu as déjà deviné l'image cachée derrière? Donc, c'est quelque chose de lié à l'activité, mais qu'elle permette à l'enfant de la partager avec les professeurs, avec l'enseignant ou avec les autres enfants. À l'école, à la maison aussi, on peut dire aux parents d'utiliser, par exemple, si l'enfant est en train de voir pas de patrouille, de dire, ah, il y a Marcus, il est en train de mettre de l'eau partout, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et donc ici aussi, c'est quelque chose qui va amuser l'enfant et va lui permettre de partager l'activité qu'il est en train de faire avec les autres. Encore, quand il est en train de faire des jeux, des activités à la maison comme à l'école, on peut dire bravo, tu as battu un nouveau record, tu es trop fort. Donc ici, donner une motivation et un support dans son utilisation. On peut également faire des activités ensemble. Donc il y a des activités qu'on peut faire à deux joueurs. Et donc ici aussi, ça peut être deux enfants qui jouent ensemble. Donc aussi à l'école, on peut penser à des activités en petits groupes. Et donc les enfants peuvent jouer ensemble. Ou à la maison encore, ils peuvent jouer avec des frères, des sœurs ou avec les parents.
Les mots-clés, donc, pour accompagner les enfants dans l'utilisation de la technologie et donc comment sensibiliser les enfants dans une bonne utilisation, c'est les dialogues. C'est important de parler avec les enfants. Vous devez expliquer ce qu'on peut ou ne peut pas faire avec les écrans et pourquoi. Ça, c'est très important d'expliquer toujours les pourquoi et de choisir ensemble les moments pour utiliser les écrans. Ici aussi, si vous choisissez avec l'enfant, l'enfant il peut mieux comprendre. On a aussi les partages et donc favoriser les échanges dans la famille ou à l'école et du coup partager des moments ensemble. Donc avec, par exemple, ici aussi créer des activités de groupe, penser à des activités collectives ou partager l'activité qu'ils sont en train de faire avec quelqu'un d'autre. Ou là aussi créer des activités après, donc des activités sans les écrans, euh, mais qui reprennent aussi un peu ce qu'ils ont fait avant. Et donc ici, on crée une continuation entre l'utilisation des écrans et des activités un peu plus pratiques. Si on regarde maintenant les solutions pour pallier la surexposition aux écrans, on sait que la première solution proposée, c'est toujours le contrôle parental. C'est vrai que cette fonctionnalité, il permet beaucoup voilà, de fonctionnalités, mais si on regarde, c'est tout des limitations d'accès, interdiction de téléchargement, restriction, contrôle. Donc, ce sont tous des mots négatifs. Et donc, on doit faire attention parce que cela peut créer des conflits entre les enfants et les parents ou entre les enfants et les enseignantes. Et donc, c'est très important de savoir aussi bien l'utiliser et savoir expliquer aussi aux enfants les pourquoi de toutes ces limitations. En effet, si on regarde au niveau des parents, qui sont au final, c'est plus les parents qui essaient de contrôler l'utilisation des écrans. On voit que les 95% des parents, ils utilisent un contrôle parental et que les 35% de ces parents, ils pensent que ces limitations ils sont difficiles ou très difficiles à faire respecter. Du coup, ça peut créer un contraste, un conflit entre les enfants et les parents. En plus, les 24% des parents déclarent avoir utilisé au moins une fois des logiciels d'espionnage, c'est-à-dire qu'ils ne font pas confiance à leurs enfants et ils sont obligés de les espionner pour être sûrs qu'ils font une bonne utilisation des écrans. C'est pour ça que c'est important de sensibiliser les enfants, les enseignants, les parents à cette bonne utilisation. Parce que les enfants, si on explique bien qu'est-ce que c'est la tablette, c'est quoi les risques et comment on doit l'utiliser, ils peuvent accepter mieux ces limitations qu'on va donner. L'important, donc, c'est de communiquer avec les enfants et pas seulement poser des limites. Parce que, comme dans la vie en vrai, comme toutes les personnes, si on pose des limites, la première pensée qu'on a, c'est de surpasser ses limites. Alors que si on explique les dangers, les risques qu'il peut avoir derrière ces limites, alors les enfants ils peuvent accepter mieux les limites qu'on a imposées. Une autre solution, il peut être les applications. Donc, il y a des applications intelligentes. Aujourd'hui, on va voir par exemple l'application CocoPense et CocoBouge. Ce sont des applications, par exemple, qui peuvent introduire une utilisation de l'écran spontanée en autonomie. C'est-à-dire que l'enfant, il peut en autonomie voilà, utiliser l'application et comprendre quand c'est le moment de s'arrêter et faire des pauses régulières. Il y a un suivi des performances grâce à des statistiques et du temps de mouvement. Donc, par exemple, ici, les enseignantes, ils peuvent voir l'évolution des fonctions cognitives ou les parents, ils peuvent voir s'il y a une évolution dans les performances de l'utilisation de l'application et aussi les temps de mouvement. Pour les enfants, c'est très important de bouger, d'utiliser les corps. Et dans cette application, dans la partie Coco Bouge, sont proposées des activités physiques et on va avoir du coup si l'enfant il a un bon équilibre entre les temps d'utilisation de l'écran et un temps d'utilisation de la pause et donc de l'activité physique. Et aussi, il y a une activité active sur l'écran. Donc, on a un écran actif, ça veut dire que l'enfant, il doit interagir avec l'écran, il doit utiliser ses fonctions cognitives, donc sa logique, son langage, etc. On va voir du coup maintenant dans les détails l'application CocoPense et CocoBouge. CocoPense et CocoBoost, c'est une solution clairement qui ne nécessite pas, par exemple, du Wi-Fi pour fonctionner. Ça, c'est important parce que, par exemple, si on peut donner la tablette à l'enfant sans le Wi-Fi active, à l'enfant, déjà, elle ne va pas avoir accès à tout ce que c'est Internet, achat, téléchargement
etc. Et du coup, déjà, ça, c'est une protection, euh, euh, une plus grande protection et que ça pose pas de vraies limites à l'enfant parce qu'on donne accès à l'application et l'enfant, il va pas du tout avoir la possibilité d'accéder à, voilà, à Internet, achat, téléchargement, etc. L'application, elle est séparée du coup en CocoPens et CocoBouge. La partie CocoPens présente plus de 30 jeux éducatifs donc pour entraîner toutes les fonctions cognitives, mémoire, attention, langage, etc. Et aussi pour favoriser l'apprentissage et donc la mathématique, la littérature et l'orthographie et beaucoup d'autres activités. Dans la partie Coco Bouge, on a des activités physiques, donc il y a 8 jeux sportifs qui sont nécessaires pour le cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après 15 minutes d'utilisation de l'écran, l'application s'arrête. Donc après 15 minutes, que c'est un temps peu adapté pour les enfants, on demande à l'enfant de s'arrêter, d'arrêter l'utilisation de l'écran et on propose des activités physiques. Ça veut dire que l'enfant doit s'éloigner de l'écran, il doit utiliser son corps pour faire des activités et du coup, il va utiliser, voilà, il va bouger, il va aérer son cerveau, il va être plus motivé aussi à continuer les activités suivantes. Il peut aussi utiliser toute cette énergie qu'on a dit, il peut arriver pendant l'utilisation des écrans. On a du coup une partie éducative, donc ça c'est la partie Coco Pense. On a des jeux où on doit relier les chiffres, on doit chercher l'image en commun, on doit retrouver la forme, les couleurs, on doit trouver les entrous entre des mots. Donc on a vraiment 30 jeux très variés et on peut l'utiliser avec une utilisation individuelle. Donc chaque enfant il peut avoir sa tablette, il peut jouer. On peut jouer à deux. Donc il y a un mode deux joueurs, donc la tablette, l'écran il est séparé en deux et les enfants ils peuvent jouer ensemble. Et donc ici on a les partages. Et sinon il y a aussi une utilisation à plusieurs. Donc par exemple si en classe, si on a la possibilité d'avoir un projecteur, on peut avoir un grand écran avec une activité et toute la classe il peut faire l'activité ensemble. De l'autre côté aussi à la maison, ils peuvent utiliser par exemple en famille pour faire une activité ensemble. Si on regarde la pause sportive, du coup, après 15 minutes d'utilisation de l'écran, il y a une pause sportive avec des exercices physiques adaptés, c'est-à-dire que ce sont des exercices physiques pensés, adaptés pour les enfants et pour le développement aussi de la motricité, et une interface aussi personnalisée, parce qu'ici aussi, il y a la possibilité de cacher certains jeux et du coup, ici aussi, on n'a pas une limite qu'elle est imposée aux enfants, mais les enfants, ils vont avoir accès seulement aux activités qu'ils peuvent faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas la frustration devant une limite, il n'y a pas une frustration devant une interdiction, mais l'enfant, il va avoir accès seulement à toutes les activités qu'il a droit de faire et qu'il peut faire dans ces moments. Dans les activités physiques, on a des activités plus ou moins physiques. Donc, il y a des activités comme l'acrobate où on va travailler l'équilibre de l'enfant et aussi l'axe corporel. Donc, par exemple, la gauche et la droite. Euh, des jeux de musique où l'enfant il doit adapter son mouvement au rythme de la musique. Donc, ici, c'est une adaptation à des stimuli externes. On a aussi des jeux un peu plus de relaxation. Donc, par exemple, l'apprentissage, c'est des jeux de yoga qui sont très demandés, surtout aussi à l'école. Et donc, la possibilité, par exemple, de pouvoir projeter l'écran et de permettre aux enfants de faire des exercices de relaxation pour aérer le cerveau. Et après, on a aussi des exercices un peu moins physiques, par exemple, mime une émotion, mais qui peut permettre aux enfants de comprendre qu'est-ce que c'est l'émotion et qu'est-ce que ça ressent les corps quand on a cette émotion. En effet, pourquoi c'est important de faire des pauses sportives et donc d'utiliser les corps? Parce qu'à partir de 5 ans, les enfants doivent faire au moins 1 heure d'activité physique par jour, dont 30 minutes à l'école. C'est-à-dire que chaque jour, l'enfant doit faire 30 minutes d'activité physique à l'école, mais que ça doit être aussi de l'activité physique un peu adaptée. Donc, c'est pas juste, oui, bien sûr, la récréation aussi, ça peut rentrer dedans, mais ça peut être une activité physique un peu pas organisée, alors qu'il y a des activités physiques organisées et spécifiques, ils peuvent être plus adaptés aux enfants. C'est pour ça que la pause sportive des Coco Pense et Coco Bouge, ils permettent du coup de respecter les besoins du mouvement de l'enfant. Donc, ils permettent de respecter ces 30 minutes d'utilisation à l'école ou 1 heure dans toute la journée. Ils permettent d'aérer le cerveau, donc de s'éloigner de la tablette
et d'utiliser l'école. Et il motive les enfants à continuer aussi les activités après parce que cette pause, il permet de retrouver aussi l'attention, la concentration et d'être motivé par la suite. En effet, Dinseo, il a fait une étude sur les effets de cette pause sportive imposée lors de l'utilisation des supports numériques sur les comportements des enfants. Et on a vu qu'après, donc on a une situation d'utilisation des écrans sans des pauses sportives et une utilisation des écrans avec une pause sportive. On a vu que dans les situations avec une pause sportive, l'enfant, dans un cadre éducatif, il demande moins l'intervention du professionnel. Ça veut dire qu'il demande moins de l'aide, il demande moins de l'encouragement, et donc l'enfant il est plus autonome aussi dans la réalisation des activités. Et donc cette pause sportive, il est très important pour permettre aux enfants de rester autonomes, de rester concentrés. On a aussi, après, dans les situations avec une pause sportive, après une pause sportive, il y a un tonus musculaire équilibré. C'est-à-dire que les enfants ils sont mieux assis, ils tiennent mieux les stylos, donc il y a une meilleure prise du stylo, les gestes graphiques, il est plus fluide. Et donc on voit que au niveau de la motricité, l'effet de faire une pause sportive, il aide les enfants à se détendre et donc à être plus motivés dans l'activité suivante, à avoir un tonus musculaire plus équilibré. Et enfin, on voit que dans la situation toujours avec une pause sportive, après la pause, il y a une meilleure réaction à la frustration. Ça veut dire que l'enfant, il a une meilleure gestion de ses émotions. Et donc, par exemple, il réagit mieux à l'erreur. Donc, par exemple, si l'enfant fait des erreurs, ben, il accepte mieux l'effet d'avoir fait une erreur. Il est plus motivé à chercher une autre solution. Donc, par exemple, si l'enseignant il dit non, c'est pas les moments, les enfants ils réagissent mieux au fait qu'il y a eu cette limite et ils vont retourner à l'activité, ils vont écouter mieux les professionnels. Pour terminer ces webinaires et pour aller plus loin, Ninseol met à disposition aussi des articles et des guides pour accompagner les enfants et leurs parents et les enseignants, bien sûr. Et donc, vous pouvez trouver aussi voilà, des fiches techniques pour accompagner les enfants en général dans l'utilisation aussi des écrans, donc pour la sensibilisation, et aussi des enfants selon les troubles qu'ils peuvent avoir. De l'autre côté, on vous propose aussi pour vous remercier de la participation un code promo. Donc, vous pouvez utiliser les codes promo pour avoir accès à toute la boutique d'INSEE, avoir les 20% des réductions. Par exemple, sur l'application Coco Pense et Coco Bouge. Vous avez aussi une semaine d'essai gratuit de l'application. Donc, vous pouvez la télécharger et vous pouvez la tester gratuitement pendant une semaine. Si la sensibilisation aux écrans il vous intéresse, l'INSEO il propose aussi des ateliers de sensibilisation aux écrans, des ateliers à faire avec les enfants. Nous, on vous donne tous les matériels nécessaires. Donc, il y a une guide, il y a des questionnaires, il y a tous les matériels à disposition. Vous pouvez les télécharger gratuitement et vous pouvez créer cet atelier dans l'école. Donc, si vous êtes intéressé aussi par les webinaires, vous pouvez aussi nous contacter pour avoir accès à tous les matériels. Je vous remercie, je vous remercie encore pour l'attention. Ça, c'est le moment des échanges et des questions. Donc, si quelqu'un il a des questions, je vous demande voilà, ou de les écrire dans la chat ou de prendre la parole. Alors, il y a déjà une question auquel j'aurais aimé que tu puisses répondre, qui est donc, en grandissant, l'utilisateur ne reste-t-il pas de se sentir enfermé? Les écrans, n'est-ce pas d'abord un espace de liberté de la part de Monsieur Maisonneuve, principalement par rapport à Coco, mais je pense en règle générale aussi, si jamais tu as une réponse à Alors, cette question. maintenant que je la recherche la question, je ne sais pas. Ou si tu peux la répéter, s'il te plaît. Alors, c'est Monsieur Maisonneuve qui disait, avec Coco, l'enfant semble avoir accès à des jeux éducatifs déterminés. Cela peut marcher pour un enfant jeune. En grandissant, l'utilisateur ne risque-t-il pas de se sentir enfermé? Donc ça j'ai répondu qu'on a une application qui est pour un public un petit peu plus grand. Mais c'est la deuxième partie de la question qui était sur l'espace de liberté. Alors, c'est vrai que les écrans, c'est quelque chose qui peut donner des possibilités en plus, donc aussi des libertés pour l'enfant,
mais on doit les mettre dans conditions de sécurité. Donc, liberté, ça ne veut pas forcément dire sécurité, mais limitation, ça ne veut pas forcément dire créer un cadre enfermé. Donc, pour l'application Coco Pense et Coco Bouge, c'est vrai qu'il y a des activités déterminées, mais on propose plus de 30 jeux. Donc, dans l'application, il y a plus de 30 activités et chaque 2-3 mois, on cherche de rajouter des activités. Donc, l'enfant, il est libre de pouvoir choisir les activités. La seule imposition, c'est qu'après 15 minutes d'écran, on propose des activités physiques, mais là aussi, les limites, c'est une limite un peu plus légère parce qu'on permet à l'enfant de continuer à faire des activités, mais des activités physiques, et donc il doit s'éloigner de l'écran. Pour la liberté des les chats, des réseaux sociaux, etc., ça aussi, ça dépend de l'âge. Donc, à un certain âge, l'enfant, il peut être libre d'avoir accès aux réseaux sociaux. Et c'est pour ça aussi que c'est important de sensibiliser à l'utilisation de ces chats, parce que si on permet à l'enfant de les utiliser en liberté, mais que l'enfant il est sensibilisé à l'utilisation, il va être lui-même à les utiliser correctement. Et ça va être aussi l'enfant même qui va demander aide aux parents, aux enseignantes, s'il se trouve devant une situation qu'il sait pas, il n'est pas sûr de comment gérer. Pour les enfants plus petits, bien sûr, là aussi, les limites, ça peut être une aide aux enfants. Euh, voilà, j'espère d'avoir répondu à la question. Mais c'est pour ça, voilà, pour dire le fait de se sentir enfermé, c'est souvent si on pose des limites sans se donner des explications, alors là, oui, l'enfant, elle va se retrouver avec des limites qu'elle ne comprend pas et ces limites, ils vont former une cage. Mais si on explique à l'enfant et on permet à l'enfant, par exemple, comme je disais aussi avant, que les limites, il peut demander la permission des fois de surpasser ces limites avec les parents, alors là, les limites, ils vont pas forcément créer une vraie cage, mais c'est vraiment plus une zone de sécurité. Que ça peut être variable, elle peut se déplacer aussi. Alors là, il y a une nouvelle question de Madame Crampette qui demande, vous avez dit au début de la conférence que les enfants étaient 2h14 en moyenne sur les écrans. Existait-il une norme, un temps acceptable? Alors, on avait vu au tout début les écrans, il y a un temps par âge. Donc, avant 3 ans, on ne doit pas utiliser les écrans. De 3 à 6 ans, on doit utiliser les écrans 30 minutes par jour. De 5 à 10 ans, on doit utiliser les écrans 1 heure par jour. Et après 10 ans, il y a un temps variable selon les enfants. Donc, s'il y a des enfants qui peuvent euh, être surexcités après l'utilisation des écrans, c'est mieux de limiter les temps. Et sinon, si pour certains enfants, les écrans, ça peut être un temps calme, donc quelque chose aussi qui les relaxe et qui sont en activité comme les autres, on peut augmenter un peu les temps. Mais on doit savoir que jusqu'à 10 ans, les temps recommandés, c'est de 1 heure. Mais aujourd'hui, les enfants l'utilisent jusqu'à 2h14, que c'est le double du temps recommandé. Et encore une fois, il faut bien garder en tête que ce temps d'écran, c'est principalement par rapport à l'utilisation qui en est faite, plutôt que de réels effets négatifs de l'utilisation des tablettes. Il faut garder cela en tête que justement, ne pas dire les écrans sont néfastes, qui en réalité, c'est ce qu'on entend énormément actuellement, mais principalement répéter que ce sont les sites sur lesquels les enfants vont, les applications qu'ils utilisent. Ils peuvent passer 2 heures d'affilée sur YouTube, par exemple. Et ici, ça devient très dangereux, même parfois. Mais donc, réellement, avoir une utilisation mesurée et avoir une utilisation sécurisée des écrans. Et on reprend du coup avec les commentaires suivants, que c'est vrai que c'est très important. Nous, on s'est focalisé un peu plus sur les temps d'écran, mais on a parlé un peu du contenu, mais c'est vrai que c'est important de les souligner. C'est important Tout à fait. aussi les contenus qu'on va proposer aux enfants, bien sûr, pas seulement les temps d'écran, mais aussi les contenus. Donc, on doit penser à proposer des contenus adaptés selon l'âge de l'enfant et selon aussi sa personnalité et ses compétences aussi, parce qu'ils peuvent avoir des activités adaptées pour un certain âge, mais aussi si l'enfant il est trop sensible à certains contenus, bah, alors il faut essayer de limiter ces contenus.
Ça, bien sûr, c'est très important, surtout quand on donne accès à Internet, d'être sûr de qu'est-ce qu'il peut faire l'enfant derrière, parce qu'Internet, c'est un réseau énorme et souvent avec des liens, euh, on peut dire, un peu bizarres, externes, qu'ils peuvent ramener aussi sur des pages totalement différentes. Et donc, c'est pour ça aussi que, par exemple, dans l'utilisation du téléphone, de la tablette, etc., c'est pour ça aussi dans la préparation de l'utilisation, c'est important de parler aux enfants. Et donc, si on propose, par exemple, les téléphones, de dire il y a plusieurs applications, il y a des applications qu'il ne faut pas toucher parce que ce sont les applications de maman ou de papa. Ça, c'est les applications que tu peux utiliser, etc., pour être sûr aussi que le contenu, il est adapté à l'enfant. C'est pour ça aussi que, par exemple, une stratégie, ça peut être aussi de créer une page, on va dire, dédiée à l'enfant. Donc, s'il n'y a pas la possibilité de créer un profil, parce qu'avec les profils, l'enfant, il peut avoir accès seulement aux applications adaptées à lui. Mais par exemple, sur les téléphones, de dire, OK, la première page, le premier écran disponible, il y a les applications seulement pour l'enfant. Et dans la deuxième page, donc dans le deuxième écran du téléphone, on va voir les applications des mamans ou des papas. Et comme ça, l'enfant, là aussi, il sait que lui, il peut utiliser seulement certaines applications. Et la même chose, par exemple, sur la tablette ou sur d'autres, sur la console, etc. Mais bien sûr, c'est important de faire attention aussi au contenu qu'on propose et au contenu auquel il peut avoir accès l'enfant. Merci beaucoup pour cette question qui était très intéressante. Si vous n'avez plus de questions, parce que je n'en vois plus dans le chat, je pense que on va pouvoir simplement vous remercier de votre participation et de votre attention durant ce webinaire, pardon. Je rappelle que justement ce webinaire a été enregistré, que vous aurez accès à un lien avec la présentation en entier en format PDF et un lien pour revoir le webinaire ainsi que d'autres informations qui pourraient vous intéresser suite à cette réunion. Merci beaucoup pour votre participation et puis une bonne fin de journée à vous. Merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup.